Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 26 janvier 2023. Est-ce que c'est une date importante? Elle est importante dans le sens que pour les taux d'intérêt, hier, le patron de la Banque centrale du Canada a augmenté les taux d'intérêt de 0,25, donc un quart de 1%. Donc, ça montre une certaine calme, accalmie dans la hausse des taux d'intérêt. Et dans une semaine, le 1er février, on aura M. Powell de la Réserve fédérale américaine qui va annoncer les taux d'intérêt. Le consensus, plus ou moins, disons, des opinions des économistes, c'est que finalement, lui aussi devrait augmenter les taux d'intérêt de juste 0,25. Notez que l'an passé, il a augmenté 4 fois de 0,75. Là, il est rendu à peu près, on est rendu à peu près à 4,5%, ce qui est finalement ce qui était prévu par les banques centrales. Donc, il devrait se calmer finalement. Une fois dit ça, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler du, regardez, Baltic Dry Index, c'est ce qui est marqué au tableau. Qu'est-ce que c'est le Baltic Dry Index? D'abord, c'est quoi Baltic? Baltic, c'est la région qui se trouve, si vous voulez, entre la Suède et l'Estonie, Lettonie, Lituanie. Enfin, c'est la mer Baltique. Mais euh, cette mer Baltique, en réalité, autrefois, c'était la Ligue hanséatique. Vous devez savoir que dans le Moyen Âge, il y avait trois grands centres de pouvoir de navigation. Un, c'était la République de Venise, l'autre, c'était la République de Gênes, et finalement, le troisième, c'était la Ligue hanséatique. La Ligue hanséatique, c'était donc ces pays qui autour de la Baltique, qui sont là, et il y avait toute la navigation entre eux, et donc ils s'arrangeaient pour payer les taxes, c'est-à-dire les taxes de douane, pour s'arranger en finalement, ils avaient des tarifs qui s'arrangeaient entre eux. C'était une ligue, donc, dans laquelle les marchands se mettaient d'accord dans la navigation et tout ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait aussi à l'époque? Les trois, sans que se connaître peut-être entre eux, mais les trois grands centres de navigation, ils ont créé ce qu'on appelle la ligne de flottaison. C'est-à-dire une ligne, voyez-vous, c'est marqué ici, euh, indice, ligne de flottaison. Est-ce que tu es là? Ligne de flottaison ici. Donc, c'est la ligne de charge. Ça veut dire quoi, ça? C'est que finalement, ils se mettaient d'accord sur le fait que les bateaux devraient montrer une ligne sur la coque extérieure du bateau. Et quand on chargeait le bateau, il ne fallait pas que le bateau finalement soit tellement chargé que la ligne marquée de charge finisse dans l'eau. Donc, c'était une façon de dire combien on pouvait mettre dans un bateau à transporter d'une façon sécuritaire. Et sécuritaire dans le sens que s'il y avait des grosses vagues ou des choses comme ça, le bateau ne chevirait pas finalement. Et ça dépendait donc de la quantité de marchandises que le bateau portait. Donc, ça, c'était donc le mot baltique vient donc de cette ligue hanséatique de l'époque. Mais en même temps, c'est Londres qui a fait, autour des années 1700 et quelques, a créé une rencontre comment dire, des intérêts reliés à la transport des marchandises par bateau. Et ils s'entendaient finalement, sur des règles, quelles étaient les règles à poser sur ces bateaux-là. Donc, finalement, le Baltic Dry Index vient d'une bourse qui s'appelle Bourse Baltique. Et la bourse Baltique, en réalité, l'indice comme tel, Baltic Dry, est né en 1985 sur une phase continuelle à tous les jours. Mais depuis 2 siècles, c'était les marchands qui se rencontraient, puis se mettaient d'accord sur les marchandises, et puis sur les bateaux, et puis tout ça. Il faut penser qu'à l'époque, l'Angleterre, à différence du continent, et peut-être à différence, non, c'était la Hollande et l'Angleterre, finalement, ça naviguait beaucoup. Ça naviguait beaucoup plus que faisaient les autres. Par exemple, la Venise était dans la Méditerranée. Et le Gênes était dans la Méditerranée. Quand on a découvert l'Amérique avec Christophe Colomb, ben, finalement, tout s'est déplacé en dehors de la Méditerranée, le gros du trafic. Et donc, finalement, c'est l'Angleterre qui a pris la place de la navigation en grand, et la Hollande aussi à l'époque. Donc, qu'est-ce qu'il fait ce Baltic Dry Index? D'abord, Baltic, là on a compris, mais quand on dit Baltic, donc ça n'a plus à faire avec la Ligue hanséatique, c'est simplement pour dire qu'il s'appelle comme ça par tradition.
Mais ça couvre énormément de routes. Regardez, il fait 20 itinéraires différents. C'est le transport, voyez-vous, c'est le transport de vrac sec. Et qu'est-ce que c'est le vrac sec? C'est la construction, produit de la construction, le charbon, des minerais, des céréales. Par exemple, prenez le cas du Canada, un cas concret que je connais. Finalement, dans l'île de Baffin, vous savez, dans le Grand Nord canadien, il y a une île grande, à peu près, je ne sais pas, grande comme l'Italie. Dans le nord de l'île, c'est donc Baffinland, il y a une société minière qui s'appelle Baffinland. Ce Baffinland est une société minière qui est, aux dernières nouvelles, était mi-canadienne et moitié britannique. Donc, dans le nord de l'île de Baffin, il y a, mettons, le fer, et le fer mélangé avec les roches et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce grand nord canadien? On pèle, on prend tout ce produit, finalement, le produit qui contient le fer, et on le transporte, on fait 100 km de route, là, et puis on le transporte dans des bateaux, au bateau. Les bateaux chargent tout ça, donc c'est ça ce qui est marqué ici, c'est-à-dire quand on dit de rack sec, c'est ça, c'est des produits, par exemple, dans ce cas ici, des minerais. Qu'est-ce qu'il fait le bateau? Ben, ensuite, il s'en va, dans notre cas ici de Baffinland, il s'en va par exemple à Londres, pas à Londres, mais dans un port anglais. Et dans le port anglais, il est déchargé et puis il est purifié, il devient du pur fer auquel on ajoute du carbone et puis ça fait l'acier. Et donc, les produits qui sont transportés, comme c'est marqué donc ici vrac sec, ce sont des produits intermédiaires avant que, avant que finalement ces produits soient travaillés et ça se traduise par exemple dans des produits finis. Donc, en quelque sorte, plus les bateaux sont chargés de ces produits, et plus ça veut dire que l'économie va bien. C'est une anticipation d'économie. Donc, dans le sens, le Baltic Index est un indicateur de la santé économique projetée dans l'avenir. Parce que si tous les bateaux, il y a beaucoup de bateaux qui sont chargés de cette façon, de tous ces produits-là, en rack, ça veut dire qu'après, une fois qu'ils arrivent dans les ports de transformation, on transforme ces marchandises, par exemple dans les céréales, on les transforme en aliments, et puis tout ça, ça veut dire que c'est un signe enfin, de bien-être économique en quelque sorte. Donc, c'est des anticipateurs. Pour voir le graphique de ça, vous devez aller dans Stock Chart. Si vous regardez la liste des références et Gary vous montre à présent le BDI, donc le Baltic Dry Index. Et tout simplement, là, il est rendu à 700. Vous voyez, ça baisse un peu. Mais si vous le regardez à travers les années, il y a eu, par exemple, au mois de mai, voilà, Gary va vous le mettre peut-être mensuel. Vous pouvez l'avoir vous aussi hein, sur StockChart, c'est gratuit. Regardez, quand on était en 2008, à cause de la crise qu'on a eue en 2008, regardez comment on a arrêté l'envoi de marchandises finalement. Après, ça s'est maintenu, puis finalement en 2021, ça a repris, et puis là, finalement, il redescend à nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bon, apparemment, ça ne veut, en regardant le graphique, ce n'est pas comme en 2008, du tout, du tout. Il nous dit tout simplement que le transport est là et il y a beaucoup de transport. À noter bien que quand on parle donc de rack sec, on entend des produits comme les scores finalement, je ne sais pas, pour l'or et pour l'or aussi, la même chose, mais comme dans le cas comment dire, du fer du nord de l'île de Baffin. Mais il y a autre chose aussi. Il y a, voyez-vous, il y a un autre indicateur qui s'appelle Freight Baltic Index, duquel on n'a pas de graphique. C'est un indicateur assez récent dans lequel on montre simplement les containers. Vous savez, des grands bateaux pleins de containers, de boîtes, enfin de containers comme tel. Ensuite, il y en a un autre qui s'appelle le CAS, C-A-S-S, Freight Index, et ça, c'est en Amérique du Nord. Finalement, si vous devez faire un transport finalement de marchandises par container, ben, c'est probablement vous vous retrouvez tôt ou tard avec une compagnie comme CASS, parce que eux, ils organisent ça. Mais ça, c'est pour l'Amérique du Nord. Tandis que pour le monde en général, il y a ce Freightos Baltic Index,
Donc, c'est des containers. Et le symbole est FFBX, mais on ne le trouve pas graphiquement par là. Mais vous devez aller, vous avez des sites Internet, et puis qu'on vous donne, et puis fouillez là-dedans. Peut-être vous trouvez quelque chose d'intéressant euh, pour, euh, pour appuyer ce que l'on vous dit. Mais finalement, l'histoire des bateaux. Encore, si on revient au Baltic Dry Index, le Baltic Dry Index, donc, c'est publié tous les jours. Et c'est quoi? C'est la réunion de, finalement, la réunion, disons, c'est l'opinion, enfin, ce que disent finalement ceux qui font le transport, les bateaux et tout ça, qui disent à cette bourse qu'est-ce qu'ils font. Et ils disent donc les marchandises et les routes prises. Il y a une vingtaine de routes qui sont indiquées, une vingtaine d'itinéraires. Et les bateaux se divisent en trois grandes catégories. Regardez, trois grandes catégories de transporteurs. Vous avez donc l'indice est formé de Cape Size, de Panamax et de Supermax. Et c'est quoi le Cape Size? Ben, ce sont des bateaux de 100 quand on le charge jusqu'à 180 000 quoi? Le DWT. Ça, c'est le tonnage maximum que le bateau peut avoir avant que la fameuse ligne de charge finisse négative. Vous avez donc le Cape Size, vous avez le Panamax qui est un plus petit bateau, 82 500, et Supermax, 58 378. Donc l'indice est formé des trois dans les proportions qui sont indiquées là. 40% pour le Cape Size, 30% et 30% pour les deux autres. Euh, Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus dans tout ça? C'est que la question à savoir, la ligne de flottaison, la ligne de charge, est une ligne importante. Je vous ai mis, on vous a mis des sites Internet où aller voir c'est quoi cette ligne de flottaison. Et la ligne de flottaison doit refléter certains critères. Mais qui a été, à part le fait que déjà dans le Moyen Âge, les gens de Gênes et puis de Venise et de la Ligue hanséatique avaient déjà dit qu'il ne faut pas charger le bateau au-delà d'une certaine ligne, finalement, mais il y a des, comment dire, des indicateurs qui viennent, je marquais ici, regardez. La ligne de flottaison trouve sa loi, enfin ses normes, finalement, encore une fois, en Grande-Bretagne, ben, il y avait beaucoup, parce que c'est surtout le commerce en général, donc ils voyageaient beaucoup, ils naviguaient beaucoup et tout ça. Et puis, la question, c'était toujours de trouver quelle était la bonne ligne de flottaison à mettre. Donc, il y a un monsieur qui était, je pense, un député à Londres, qui est monsieur Plimsoll, et ça s'appelle aussi, la ligne de flottaison s'appelle aussi Plimsoll. Et c'est comment dire, le maximum de charge. Allez sur les références on vous a données et vous verrez comment lire sur le côté d'un bateau les signes qui sont indiqués pour la ligne de flottaison. Et, et voilà, autre chose à vous dire là-dedans. Ce sont donc, encore une fois, l'indice quotidien. C'est un indice quotidien, c'est un indice donc de produits vrac sec. Et puis c'est finalement, ce n'est pas le seul, il y a aussi le Freightos Baltic Index, que lui c'est les containers. Et en Amérique du Nord, vous avez le CAS Freight Index. Allez sur Internet, puis vous les trouvez, toutes ces compagnies-là. C'est quoi qui est intéressant dans ce Baltic Dry Index? C'est simplement parce que ce sont des marchandises qui doivent être transformées. Donc, ça veut dire qu'il y a là où le port où la marchandise arrive, dans un port, c'est que là, dans ce port, mettons, on prend cette marchandise qui est en vrac et on la transforme dans des biens. Donc, finalement, plus il y a de bateaux, plus il y a d'activités de transport de matière vrac, là, comme c'est indiqué là, finalement, plus ça veut dire que l'économie, ça s'annonce bien. C'est un indicateur anticipateur. Est-ce qu'il est bon? Il est bon, je dois vous dire, ceux qui aiment cet indice-là, ils vont vous dire que, par exemple, si vous prenez, par exemple, le produit intérieur brut ou le taux de chômage ou des choses comme ça, ce sont tous des indicateurs de probabilité en réalité, parce qu'approximatif, parce qu'il y a toujours des révisions et puis tout ça. Tandis que dans cet indicateur-là, il dit s'il y a les bateaux, s'il y a de la marchandise vendue à quelque part, il faut la transporter. Donc, c'est un indicateur sec en quelque sorte, c'est un indicateur pur en quelque sorte. Il n'y a pas de défaillance là-dedans, il n'y a pas d'opinion, il n'y a pas de tout ça. C'est pour ça que plusieurs trouvent que cet indice est bon. Mais à vous de le regarder et de le lire et de savoir que ça existe.
Et surtout, c'est très intéressant, si vous me permettez, aussi historiquement, de voir ce monsieur Plimsoll, qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir déterminer la règle mondiale, qui est devenue la règle mondiale du comment noter la flottaison dans les bateaux. Donc, si un jour vous arrivez au port de Montréal, vous voyez un bateau, eh bien, allez voir la ligne de flottaison. Et voilà, et c'est tout pour aujourd'hui.